Eh ben, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Céline Lescope, je suis ravie de modérer cette table ronde sur comment devenir un entrepreneur à impact. Je co-dirige la start-up Zei, c'est une plateforme digitale qui permet d'accompagner l'ensemble des entreprises justement dans leur démarche à impact, quelle que soit leur taille, leur secteur ou son niveau de maturité. Donc je suis moi-même entrepreneur à impact et j'ai la chance de partager cette table ronde avec 4 invités engagés que je vais vous présenter et qui vont partager un peu leur expérience puisque eux animent en fait tous les jours dans leur métier avec leurs convictions mais surtout leur métier sur comment prendre plus en considération l'impact dans l'économie d'aujourd'hui mais surtout pour la société de demain. Donc sans plus attendre, parce qu'on a plein de choses à se dire sur cette thématique, je vais juste leur passer la parole pour qu'ils se présentent et qu'ils vous expliquent en quelques mots qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils font. Puis après, nous aborderons la notion d'entreprise à impact, puisqu'encore faut-il savoir ce que c'est, les formations qui permettent en fait aux jeunes, aux étudiants de créer une entreprise à impact et enfin pourquoi monter une entreprise à impact dans l'économie de demain. Voilà, 3 thématiques. Sans plus attendre, je passe la parole du coup à Colline pour qu'elle se présente. Bonjour à tous, je suis Colline, je travaille pour Lumia. Donc Lumia, c'est une structure qui a 3 activités qui sont toutes complémentaires. Un centre de recherche-action sur la thématique des modèles économiques de demain, de la soutenabilité forte, avec un petit peu en tête en ce moment les modèles économiques régénératifs et les modèles économiques à impact. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et 2 autres activités qui sont un centre de formation entreprise. Donc comment former aujourd'hui tout le tissu économique d'entreprises existantes via les salariés, les cadres et les dirigeants à la transformation de ces entreprises existantes. Et une école d'enseignement supérieur qui, là, vise plutôt en formation initiale à accompagner des personnes, notamment à la création de projets à impact, de recherche de reconversion, de quête de sens, plutôt du coup sur la partie formation initiale. Et nous sommes basés à Mouansartou, dans les Alpes-Maritimes. Voilà, maintenant Nicolas, serial entrepreneur de l'impact et cofondateur de Time for the Planet. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour ma part, j'ai créé plusieurs entreprises et jamais de ma vie je me serais imaginé être entrepreneur. Donc j'ai pas une réponse magique à la question qui est posée derrière moi. Par contre, dans toutes mes entreprises, je me suis toujours focalisé sur me rajouter une contrainte, c'est comment je peux améliorer la société, celle avec un grand S, à travers mon activité. Et je pense qu'il y a des nouvelles formes de société à créer pour l'avenir et je serais ravi d'en parler aujourd'hui. Je passe la parole à Jérôme Priolet d'Enactus. Bonjour à tous. Alors je ne suis pas Mélanie, mais je suis Jérôme. Je suis responsable de la pédagogie et du digital chez Enactus. Chez Enactus, on accompagne des jeunes, lycéens et étudiants. Donc il n'y a pas beaucoup de lycéens, peut-être vos petits frères et petites sœurs, mais peut-être des étudiants parmi vous. Et on accompagne ces jeunes, dès le plus jeune âge, à expérimenter la posture de l'entrepreneur et de l'entrepreneur à impact à travers des programmes d'accompagnement à la création de projets d'entrepreneuriat social et solidaire. Donc c'est des programmes qui prennent différentes formes selon le cursus et voilà, pour faire très court. Et enfin, Philippe Quinter de BPI France Innovation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Philippe Quinter, je suis le directeur du développement durable et de la RSE de BPI France. On pourrait présenter BPI France de différentes manières, en commençant par le fait que notre actionnariat, c'est 50% l'État, 50% la Caisse des dépôts, ce qui est exact. Nous sommes un banquier, nous sommes un investisseur, nous sommes un accompagnateur à l'international, mais nous sommes surtout le concept de banque-entreprise. C'est-à-dire qu'on est un réseau d'entrepreneurs, en fait. On passe notre vie du matin au soir avec des start-up, avec des TPE, avec des PME, avec des ETI, avec des sociétés du SBF 120 et du CAC 40 pour changer le monde. Nous, notre objectif, c'est de donner une impulsion, de faire en sorte d'entraîner tous les écosystèmes d'entrepreneurs, absolument tous, sauf si à la fin des fins,
Ceux qui ne voudront pas y aller, ils ne voudront pas y aller. Mais en tout cas, on a une ambition dévorante pour entraîner tous nos écosystèmes, pour gagner les défis environnementaux, sociaux, sociétaux et de transformation de pilotage d'entreprise. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. L'idée, c'est pas d'être académique, mais je pense que c'est important de revenir sur la définition de qu'est-ce qu'une entreprise à impact. Je pense qu'on ne peut pas se permettre d'être hors sujet, hein, clairement pas. Donc c'est important de donner une définition, bien qu'elle n'existe pas, mais en tout cas dans ceux qui la vivent au quotidien. Pour notre part, chez Zeil, on accompagne des entreprises à impact, c'est-à-dire des entrepreneurs qui ont fait un choix. C'est vraiment volontaire, c'est-à-dire qu'ils ont créé un modèle. C'est-à-dire que c'est une approche qui est totalement cohérente du début jusqu'à la fin. Et je pense que c'est très important de prendre conscience qu'on choisit de faire une entreprise à impact, que ça se mûrit, que finalement ça se développe aussi dans le temps, ça s'incarne, mais que ce n'est pas une décision anodine et que c'est un projet d'entrepreneur. C'est une question qu'on doit se poser. Philippe, je pense que tu ne me contrediras pas dans toutes les belles entreprises à impact que tu côtoies au quotidien. Alors la question n'est pas simple, naturellement. Il n'y a pas une définition de l'impact. D'ailleurs, dans la salle, chacun d'entre nous a de l'impact. Et les entrepreneurs, pourquoi ça serait différent ? Chaque entreprise a de l'impact, génère de l'impact. Quand on nous pose la question, c'est quoi alors ? C'est quoi la différence entre l'impact, l'ESG, la RSE, etc. Là, on est dans un terrain assez complexe. Alors, moi, je vais partager avec vous une vision, en fait, de l'impact. Bon, je suis financier, je vous l'ai dit, et il faut essayer de rationaliser, parce qu'à un moment donné, il faut essayer d'esquisser les frontières de ce que peut être un mouvement, et notamment l'impact, et de ce que ça peut représenter. Et dans cette définition, il y a quelque chose une définition avec laquelle je suis très aligné, en fait, on va dire, mais on pourra en discuter, d'ailleurs, maintenant ou plus tard. C'est la définition de la finance à impact et de l'investissement à impact. Ça aide à comprendre la différence avec les autres frontières. Alors c'est quoi ? C'est 3 choses. La première chose, c'est l'intentionnalité. Moi, je suis très en ligne avec Mathieu Cornietti, on se connaît très bien, qui est le patron de la commission impact de France Invest, donc de la maison de l'investissement. Et c'est super concret. La première chose, c'est l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'avant de démarrer quelque chose, il faut avoir envie de faire quelque chose, de produire quelque chose, de produire un effet. Le contraire, c'est de faire quelque chose et de dire, vous avez vu, j'ai de l'impact, j'ai fait ça. Non, il faut être sérieux. C'est-à-dire dans la conception dès le départ, il faut dire, j'ai envie de faire quelque chose, de produire un effet. Intentionnalité. Le deuxième sujet, c'est de dire, quelle est la différence, et sur quoi d'ailleurs, par rapport à une activité normale. Qu'est-ce que je produis de plus ? Qu'est-ce que je produis de plus par rapport à une activité traditionnelle d'entreprise ? C'est ce qu'on appelle le principe d'additionnalité. Par exemple, je veux être très performant dans la décarbonation, par exemple, d'un portefeuille ou de mon entreprise. Donc déjà, là, on parle de quelque chose de précis. Je veux stabiliser mes effectifs, si j'ai un turnover important dans mes effectifs. Je veux mettre un programme de fidélisation sur le social, bien sûr. Je veux que mon entreprise soit très attractive. Là, on est sur quelque chose où on voit très bien qu'il y a une volonté précise et derrière un plus par rapport à gérer des hommes et des femmes au sein d'une entreprise. Et la troisième chose, une fois qu'on a dit ça, et je vais être très court, il faut mesurer. Ça signifie qu'à un moment donné, il faut passer par la case mesure. Alors, il ne faut pas être aveuglé par la mesure et les tableaux Excel. J'en connais trop qui ont les yeux rivés là-dessus. C'est simplement de se dire concrètement, moi, dans mon univers, je prends des choses très simples, des indicateurs, et comment je balise tout ça ? Je me donne quoi comme objectif ? Et je commence à mesurer. Après, on en parle dans les comités de direction, on en parle dans les COMEX quand c'est plus gros, etc. Donc le sujet, il est là. Super. Alors Nicolas, je ne sais pas si tu réponds aux 3 critères extrêmement précis et détaillés de Philippe, mais j'en ai aucun doute. En tout cas, tu as monté différents projets à impact. Tu es un entrepreneur dans l'impact. Qu'est-ce que tu peux brièvement nous expliquer et inspirer en fait les personnes qui nous écoutent sur pourquoi à chaque fois tu as choisi ce modèle-là ?
Oui, alors comme je disais tout à l'heure, moi, jamais de ma vie, je me serais imaginé entrepreneur. Pour moi, les entreprises, c'est ce qui, du coup, avait un impact, mais que négatif. Forcément, à partir du moment où tu existes, tu as un impact. Et donc, si dans ma tête, les entreprises créent des injustices et des problèmes écologiques, je voulais vraiment pas en être. Et complètement par hasard, avec une rencontre, un ami, lui, son sujet à lui, c'était l'éducation. Comment on fait que dans les colonies de vacances, on ait des enfants en situation de handicap qui ne soient pas laissés à la porte ou qui partent dans des colos qui sont que entre enfants en situation de handicap. Et son idéal à lui, c'était de faire qu'on arrive à mélanger tout le monde. Moi, j'avais fait beaucoup d'associatifs et quand il n'y a plus d'argent dans les associations, tout le projet, il se casse la figure. Et puis, je suis aussi très anarchiste et j'aime pas qu'on me dise quoi faire, j'aime pas rendre des comptes. Donc, je veux avoir ma liberté. Si je décide que je veux améliorer un pan de la société, je veux le faire seul. Donc, on part là-dedans en se disant, il faut qu'on ait un modèle économique qui sera finalement la respiration de notre entreprise. Cet argent, ça ne sera pas notre finalité, ça sera notre moyen d'action. On vendait des colonies de vacances et avec l'argent, on crée des bourses pour qu'il y ait des animateurs qu'on paye 100% à nos frais pour pouvoir que des enfants partent. Et donc le résultat de notre entreprise, c'était le nombre d'enfants qui partaient d'une année sur l'autre. Le cerveau humain a besoin de mesurer son action. Quand on faisait moins bien, on se retroussait les manches pour faire mieux l'année d'après, etc. En fait, ça c'est important parce que moi je suis juriste de formation. Et ce qui est rigolo, c'est que rien n'indique, c'est une croyance, qu'une société commerciale existe pour faire de l'argent, que c'est son but, que c'est sa raison d'être. Rien. C'est écrit nulle part. Sauf que comme on a l'habitude de ça, on se dit que c'est écrit et qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc, en réalité, c'est la pire phrase qu'on vous dira si vous commencez de l'entrepreneuriat, peu importe la forme, que ce soit une coopérative, une association ou une société, on s'en fiche. Mais ce que je veux dire, c'est que... Oui. Non, je t'écoute. La pire phrase qu'on vous dira tout le temps, c'est on ne peut pas faire autrement. Alors si vous vous arrêtez à ça, c'est sûr qu'on va continuer à croire plein de trucs qui ne sont pas vrais. À partir du moment où vous fixez comme objectif d'améliorer la société, fixez-vous un indicateur qui est non financier, trouvez un modèle économique pour pérenniser votre projet dans le temps et donner à d'autres l'envie de faire pareil, de vous copier ou de faire mieux que vous. Et petit à petit, je pense que c'est une bonne recette pour... commencer l'entrepreneuriat impact. Alors on a de la chance parce qu'il y a des structures qui accompagnent justement tous les étudiants, les jeunes qui ont envie de se lancer dans ce projet d'impact. Ils ont chaque projet, donc Lumia et Inactus, ont une démarche très innovante justement dans le passage à l'action, la transformation. Votre principe finalement, c'est transformer l'individu pour transformer la société. Vous parlez de pédagogie expérientielle. Peut-être un mot un peu complexe pour expliquer qu'il faut vivre l'aventure pour en fait motiver et créer un modèle nouveau et inspiré. Colline, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce modèle d'enseignement que vous proposez à Lumia ? Oui, avec plaisir. Chez Lumia, alors pour compléter ce qui a déjà été dit, on travaille effectivement beaucoup sur l'individu. Parce qu'au final, là où on a le plus d'impact, c'est sur soi-même, déjà, pour commencer. Et on part du principe que le projet le plus aligné sera porté par un porteur de projet aligné. Donc on va beaucoup travailler sur l'identification des talents des personnes, sur l'identification de la contribution sociale qu'il ou elle a envie d'avoir dans le monde, sur sa propre écologie personnelle, comment faire en sorte de mener à bien ses projets sans cramer ses propres ressources naturelles à soi, surtout quand on est sur des thématiques environnementales ou sociales. C'est quand même un risque qui est très souvent vu, et je pense que mes collègues sur l'estrade ne pourront pas contredire ce point. Et on va vraiment travailler sur la dimension du projet lui-même, et notamment effectivement sur les indicateurs de mesure du projet et sur le porteur de projet. On a deux grands sujets qui viennent un petit peu en toile de fond de notre pédagogie. C'est une méthodologie qui s'appelle PSAM, pour un truc tout simple qui est moi, les autres, la société et la planète. Donc c'est 4 cercles concentriques qui sont tous contenus les uns dans les autres. Donc moi, je suis au centre, c'est de là où peut partir l'action. Mais je ne peux pas faire quoi que ce soit sans les autres, la société et évidemment la toile de fond qui est le vivant,
qui est l'environnement dans lequel on s'inscrit. Et c'est ça qui est très important, c'est comment je pars de ma propre individualité, comment je co-construis avec les autres, et ça je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais l'écosystème d'acteurs dans lequel on s'inscrit est fondamental. Quand on veut notamment avoir un impact qui est décuplé, c'est difficile de le faire tout seul. Et il y a souvent beaucoup de choses et beaucoup d'initiatives qui existent déjà. Donc comment je m'inscris aussi dans cet écosystème au mieux, en fait, quelle place je peux prendre et comment je fais tout ça en préservant, en me reconnectant en fait au vivant le mieux possible. On travaille beaucoup sur cette dimension à Lumia. Et quand tu parlais d'expérientiel, c'est vrai que c'est un peu un mot barbare, mais l'idée c'est juste de se reconnecter au vivant. Donc on va avoir nos formations et nos cours qui sont dispensés directement en nature. On va avoir des expéditions immersives et même un cours qui peut paraître académique sur le papier ne le sera pas. On essaye vraiment de travailler sur toutes ces dimensions-là pour aussi apprendre différemment, parce qu'on sait qu'apprendre par l'expérience et par le jeu et par l'effectuation est quand même beaucoup plus efficace. Merci Colline. Effectivement, le programme académique est essentiel pour à la fois acquérir cette connaissance pour monter des projets, mais aussi pour le mettre en action. Il y a aussi une dimension très concrète dans le programme pédagogique, puisque la deuxième année est consacrée vraiment à un projet. Jérôme, j'aimerais bien que tu nous parles aussi, parce que chez Inactus, c'est que des projets concrets. Vous aidez à mettre finalement en action des idées issues alors que ce soit des lycéens, mais principalement des étudiants. Est-ce que tu peux nous donner quelques cas concrets de projets que vous avez permis de faire naître? Ouais, complètement. Alors, je vais revenir sur ce que tu as évoqué juste avant. Avant de vous parler des projets, je vais vous parler des personnes, parce qu'effectivement, nous aussi, on a cette approche de l'individu et on accompagne d'abord des personnes à développer ses compétences, à révéler leurs aspirations et finalement à les mettre au service de la société. Et ça, c'est vraiment notre ambition avec Enactus. On le fait avec des lycéens, avec des étudiants. Et la première étape, ça va vraiment être de les amener à se questionner sur quels sont les enjeux qui les touchent et de partir du pourquoi en fait on fait les choses. Nicolas, tu l'as dit, t'as pas eu l'ambition d'être entrepreneur social ou à impact à un moment donné. Tu t'es pas dit à 18 ans, tiens, je vais être entrepreneur à impact. Et nous, en fait, de la même manière, on n'accompagne pas des jeunes qui se projettent sur forcément cette trajectoire-là. Par contre, c'est comment, à partir d'une révolte intérieure ou alors d'une envie d'agir sur des enjeux qui nous touchent, on favorise le passage à l'action. Et ça, on va le faire. Alors avec des lycéens, on va les amener à réfléchir sur ce qu'ils connaissent aujourd'hui dans leur quotidien. On va avoir des enjeux liés au harcèlement scolaire, au harcèlement aussi sur les réseaux sociaux qui les touchent directement. On va avoir des choses qui sont liées parfois à leur écosystème, très proche de leur établissement, le tri, etc. Et souvent, on va les amener à penser une première action, un premier projet, alors qui sera peut-être pas un projet d'une entreprise à impact florissante avec un modèle économique parfaitement maîtrisé, mais c'est le premier projet. Et le premier projet, il a le mérite d'être celui qui va conditionner ensuite les autres et qui va lancer la dynamique aussi, la posture entrepreneuriale. Et nous, on parle beaucoup de posture entrepreneuriale. Et donc, on va accompagner ces jeunes. Je peux vous donner l'exemple de jeunes étudiantes, par exemple, qui n'ont pas du tout une formation entrepreneuriale au départ. Mariam, qui est étudiante en pharmacie, et qui travaille sur le sujet de la drépanocytose parce que une de ses amies est atteinte de cette maladie, qui est la première maladie génétique dans le monde, et qui du coup, par envie d'agir sur ce sujet, parce qu'elle l'a aussi côtoyé durant ses études, s'est dit comment je fais quelque chose moi à mon échelle. Et du coup, ces trois filles-là ont monté un projet d'application de prévention pour tous les malades atteints de cette maladie et qui aujourd'hui se développe sur toute la France, mais également sur tout le continent. Et c'est parti juste d'une envie d'agir. Je me rappelle quand elles sont venues à toquer à la porte d'Enactus, elles n'avaient même pas conscience qu'elles étaient en train de monter un projet entrepreneurial finalement. Elles se considéraient même pas comme entrepreneurs, elles avaient juste envie de faire quelque chose. Et c'est ça avec Enactus qu'on va essayer de révéler à travers l'expérientiel. On va adopter de la même manière la pédagogie qui est pour nous la plus parlante, c'est qu'on apprend en faisant. Alors bien sûr, on va leur donner quelques notions théoriques,
comment on pense son projet, comment on pense le modèle, comment on mesure l'impact. Et puis on va organiser aussi des sessions où on va tout simplement les envoyer sur le terrain. On va les envoyer en fait en face à face avec leurs bénéficiaires, avec les parties prenantes des enjeux qu'elles souhaitent résoudre pour pouvoir leur permettre de mettre en place des solutions concrètes. Un deuxième exemple que je peux vous donner d'étudiants de la même manière qui a priori sont pas voués à être entrepreneurs de par leur formation. Lou et Mathilde à Sciences Po Paris il y a quelques années, on est en pleine arrivée de population de réfugiés des quatre coins de la planète, et elles décident parce que c'est un enjeu qui les touche d'agir à leur échelle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans leur cheminement, elles n'ont pas cherché l'idée. Elles ont d'abord, et on les a accompagnées à comprendre le problème. Et ça, encore une fois, c'est aussi une de nos approches de comment on comprend un problème plutôt qu'on trouve une idée. Parce que les idées, il y en a plein. Un problème à comprendre, c'est plus complexe. Et elles ont monté comme ça un système de food truck et de service traiteur, de chefs réfugiés dans leur établissement dans un premier temps et ensuite sur tout le territoire de l'Île-de-France. Donc voilà quelques exemples très concrets, très parlants de jeunes aussi, et il n'y a pas d'âge pour développer ces compétences-là. Mais par contre, ça fait une vraie expérience en plus, en parallèle ou en complémentarité avec les études. Et derrière, que ces personnes-là finissent par être serial entrepreneurs ou simplement être entrepreneurs à impact dans leurs entreprises de demain, c'est aussi un vrai plus. Et c'est peut-être d'ailleurs une transition sur la suite et le après quand on est plus étudiant et qu'on passe du côté des entreprises des entreprises. Derrière, en fait, c'est beaucoup de compétences et de valeur ajoutée qu'ils ont acquises. Merci Jérôme pour ces exemples très concrets. Encore une fois, on est dans le concret. Je crois que chacun dans nos métiers quotidiens, on n'est pas du tout sur une idée utopique d'un monde. Alors justement, finalement, c'est quoi les entreprises à impact dans l'économie de demain ? Un des arguments que les jeunes peuvent souvent soulever, c'est de dire mais finalement le système fonctionne différemment. Et je pense que tous les 5 autour de cette table, on expérimente en fait une réalité qui est différente. Au contraire, une entreprise à impact, c'est une forte résilience. C'est qu'en fait, notre expérience prouve que c'est pas simplement réinventer le modèle de demain, c'est simplement faire en sorte que le système soit beaucoup plus viable en fait, et beaucoup plus pertinent, et beaucoup plus performant, et beaucoup plus agile. Philippe, tu peux peut-être nous dire un petit mot là-dessus, parce que finalement tout ce système de financement et d'accompagnement des TPE-PME, c'est dans cette logique-là. C'est totalement dans cette logique-là. Et en fait, avant toute chose, pour nous, pour BPI France, il faut créer les conditions de l'impact. Parce que moi, j'aime bien ton exemple qui est de dire, bah oui, je ne pensais pas à créer un truc, etc. Aujourd'hui, c'est un peu différent quand même. On en parle tellement que tu as pas mal de gens qui se disent, tiens, j'ai envie de faire un truc à impact sans savoir ce que c'est. Nous, notre rôle, c'est d'être un accélérateur de tout, quoi, en fait. Alors à travers des choses extrêmement concrètes, hein, c'est qu'au départ en 2013 quand BPI France a été créé, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, banquiers, investisseurs, etc. Mais on a mis sur un pied d'égalité avec notre job de fournisseur d'argent l'accompagnement. Ça signifie qu'on a considéré qu'un entrepreneur, c'était bien de lui donner de l'argent, bien sûr, ça aide toujours, mais il faut savoir qu'il y a énormément d'argent. Vous avez des fonds d'investissement qui ne savent pas quoi faire de leur argent. Aujourd'hui, un bon projet, mais il y a des tonnes de possibilités pour se faire financer. On est la Startup Nation, hein, pour reprendre la fameuse expression. Donc nous, on a placé sur un pied d'égalité, en fait, l'accompagnement qui est d'être à côté d'un entrepreneur sur de l'extra-financier pendant son décollage, pendant son développement, etc. Et ça, c'est juste essentiel pour ceux qui le veulent. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation. La deuxième chose, c'est de libérer les énergies. Libérer les énergies, c'est d'être différent. C'est aller au-delà de ses peurs. Hein. Il faut individuellement, c'est pas évident, il y a toujours des adhérences, même salariés, etc. À un moment donné, je quitte ma position A pour aller dans une position B. Et elle est différente. Donc ça veut dire qu'il y a des peurs, il y a des questions, etc. Et donc, ça ne se fait pas tout seul.
il faut le faire, vous l'avez évoqué, il faut le faire avec d'autres. Il faut être accompagné, il faut être dans différents écosystèmes, il ne faut pas rester tout seul. Il y a des tonnes de choses qui sont extraordinaires. Et puis nous, de manière très concrète, c'est que pour ne pas parler que de banque et d'investissement, parce que là, je pourrais vous en parler d'investissement impact, mais il me faudrait 1 heure. Rapidement. Mais on investit dans des fonds à impact sur l'environnement, sur le social, etc., qui investissent dans des entreprises qui font des choses formidables, comme Demeter, Capital Partner, etc. Mais on crée les conditions aussi, et on essaye, enfin, on n'est pas seul, on le fait avec d'autres, on ne le fait jamais seul. Par exemple, le Big Tour, on va dans 30 villes, ça c'est de l'impact aussi. On va dans 30 villes en France où on fait venir les politiques, on fait venir les entrepreneurs, les citoyens, tout le monde se rend compte, ça crée des jobs pour les jeunes, et ça pour nous c'est de l'impact, tu vois. Et aussi un autre exemple qu'on connaît bien, c'est BPI France InnoGénération, que vous connaissez peut-être, qui est là l'événement annuel que l'on porte à l'Arena Bercy pour les entrepreneurs. Mais vraiment, c'est fait uniquement pour les entrepreneurs. On se plie en 10 pour apporter des solutions, des lieux de rencontre. Et là, les chiffres sont éloquents. On a eu 21 millions de vues en numérique sur cet événement. Alors, on sait bien ce que ça vaut, hein, mais 62 000 inscrits quand même sur un jour. Donc, il y a une véritable volonté. Et donc, ce qui est important, et je voudrais, si on retient un truc en ce qui nous concerne, c'est l'élan, quoi, en fait. Il faut avoir envie, il faut avoir de l'appétit, il faut avoir envie de décoller pour changer les choses. Si on n'a pas cette envie, c'est autre chose. Mais ça, on peut aussi la créer, cette envie, au contact d'entrepreneurs, de belles histoires. Et nous, c'est ce qu'on fait. C'est à travers des exemples, des témoignages, qu'on arrive à convaincre d'autres entrepreneurs pour créer de l'impact. Tout à fait. Nicolas, toi, tu cherches avec Time for the Planet d'identifier 100 innovations, justement. Donc, ta croyance, c'est que ces entreprises vont créer un modèle vertueux qui vont après être dupliqués parce que tu es convaincu que c'est le modèle de demain et que c'est la résilience de demain? Alors, c'est un tout petit peu différent sur quoi répond Time for the Planet. Donc, en une phrase, on cherche à identifier des innovations qui sont demandées par le GIEC, en plus des changements de consommation individuels, mais des innovations qui peuvent permettre de réduire les émissions. Et la problématique, c'est que souvent les innovateurs, ceux qui ont des idées, ils sont assez mauvais pour réaliser l'idée. Or, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour réussir un projet, et avoir une bonne idée et de l'argent, ça ne suffit pas non plus. On aimerait bien, hein, ça simplifierait beaucoup les choses. Et donc, comme dans notre parcours entrepreneurial, on a identifié que si on compte sur ces profils-là pour faire ce que demande le GIEC, et vu qu'ils ne sont pas câblés comme il faudrait, je ne dis pas que c'est tous, hein, bien évidemment, mais nous, on s'est donné pour mission, en tout cas, de leur apporter quelqu'un qui a cette compétence entrepreneuriale, une très grosse expérience en création d'entreprise, pour que ces innovations déjà sortent des laboratoires et des têtes, qu'elles existent, qu'elles puissent produire ou vendre ou louer des services et des biens, peu importe, qui peuvent permettre de réduire. Ça, on doit pouvoir le mesurer. Et ce qu'on espère faire, effectivement, parce qu'on sait qu'on peut échouer en tant qu'entrepreneur, c'est de réussir même en échouant, ce qui est très contre-intuitif, là encore. Mais si on donne le droit à d'autres, à vous tous dans la salle, de nous copier, avec des systèmes de licence libre, je vous donne le droit d'utiliser mon innovation, de la commercialiser, de la modifier, faites-le, parce qu'à moi tout seul, je ne vais pas pouvoir installer des capteurs de CO2 sur toutes les usines du monde, eh ben, je vais pouvoir faire de vous des alliés. Et ce qui est très rigolo, c'est que même une personne qui ne serait pas motivée par le sauvetage de la planète, qui serait uniquement motivée, elle, par l'argent et s'acheter des grosses villas, eh bien, en fait, à partir du moment où elle commercialise des capteurs de CO2, elle contribue à aider le collectif. Donc on pense que c'est ça ce qu'on veut essayer de faire. Mais notre plus-value, c'est surtout d'apporter l'exécution. Colline, je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot sur... Tout à fait, je voulais rebondir exactement sur ça. Peut-être pour avoir un peu une schématisation mentale quand on pense à l'impact, c'est qu'est-ce que je peux faire en tant qu'entrepreneur. Et encore une fois, on parle beaucoup des entrepreneurs qui créent des entreprises, mais il y a aussi tous les salariés d'entreprises qui peuvent avoir un rôle énorme d'identification des leviers, des verrous au sein de leur entreprise pour trouver des nouvelles trajectoires d'innovation. Et on est à Talent for the Planet, il y a des talents en entreprise qui sont complètement sous-estimés ou même pas identifiés. Donc vous pouvez être aussi entrepreneur à impact, intrapreneur à impact au sein d'entreprises existantes. Mais du coup, si on devait avoir un peu une image mentale de ce que peut être l'entrepreneuriat à impact, c'est comment faire en sorte que le monde aille mieux avec mon entreprise que sans.
Et chez Lumia, dans notre centre de recherche-action, on travaille à ça, et on travaille notamment à ça sur les modèles économiques régénératifs. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est comment je peux régénérer les systèmes sociaux et environnementaux grâce à mon action entrepreneuriale. Donc comment je crée un projet qui évidemment est économiquement viable, sinon il ne tiendra pas debout, mais tout en intégrant au sein même de cette architecture de valeur qui est mon entreprise, les enjeux sociaux et environnementaux avec, ne nous cachons pas, des ambitions qui doivent être assez démentielles, et Nicolas est là pour le confirmer. Et quand je parle de régénération, c'est qu'en gros, on ne va pas juste chercher à minimiser, réduire nos impacts, arriver à une neutralité, et encore moins juste à une neutralité carbone, parce que le carbone est un des enjeux, mais l'enjeu majeur, c'est juste l'effondrement du vivant, la toile sur laquelle tout repose et sans quoi on n'est rien. Donc c'est comment je vais au-delà de ça et je vais pouvoir avoir des impacts positifs nets grâce à mon activité économique. Et là, évidemment, on est sur des sujets qui sont non stabilisés, qui sont encore peu documentés, sur lesquels il manque des référentiels, il manque des indicateurs de mesure. Donc en fait, vous allez devoir, si vous vous lancez là-dedans ou si vous êtes là-dedans, gérer énormément d'incertitudes, du complexe, être extrêmement agile. Donc c'est aussi des compétences qu'il faut avoir quand on est sur ces sujets-là. Et repenser la structure même de votre entreprise, au-delà même de votre concept et au-delà même de ce que vous allez potentiellement commercialiser. Donc ça demande pas mal d'agilité et de savoir bien s'entourer, je pense. Jérôme, un petit mot avant de clôturer sur la motivation pour inspirer les futurs Non, et entrepreneurs. Pour inspirer, en tout cas, que vous soyez étudiant, moi, le mot que je peux vous donner, c'est engagez-vous, en fait, que ce soit dans votre formation en parallèle. En fait, c'est allez-y tester, en fait, et notamment les études, c'est peut-être le meilleur moment aussi, où il y a le plus de confort, finalement, pour aussi oser entreprendre, oser se lancer. Et si vous êtes professionnel, voilà, et que vous avez des jeunes talents qui rejoignent vos équipes, voilà, de révéler ces pépites, comme tu disais, et de les mettre en lumière parce que c'est elles qui feront l'entreprise et votre entreprise de demain. Voilà, et c'est comme ça qu'on pourra avancer un petit peu mieux vers ces gros objectifs. Merci. Voilà, l'idée c'était de vous motiver, de partager notre passion, notre inspiration, et de vous dire que maintenant il faut passer à l'action, que tout le travail qu'on a fait, ça sert à rien s'il n'y a pas une nouvelle génération qui prend le relais. Vous avez de la chance parce que vous allez être accompagnés, formés, financés. Il y a des outils digitaux qui sont là pour mesurer. Donc voilà, vous n'êtes pas tout seul, la voie est ouverte. Par contre, on a besoin de vous pour prendre le relais. Donc on est tous sur les stands au sein du salon, donc n'hésitez pas à venir nous voir, à venir poser des questions. On sera ravis de continuer la discussion. Si en attendant, il y a quelques questions, nous serons ravis d'y répondre. Bon, on a été tellement clairs, je crois que... Merci à tous, en tous les cas. Merci. Merci.